À l'origine du jazz, il y a une hybridation de différents éléments musicaux, culturels à travers eux, mettant en jeu la société nord-américaine, ensuite la sphère occidentale, très vite, avec évidemment en nombre porté les éléments africains, c'est-à-dire ce qui peut rester de tradition africaine chez les Afro-Américains. Donc tout ça, ça bouge, ça remue, ça frictionne, ça produit des étincelles, ça s'harmonise. Et il n'y a pas de formule rassurante qui puisse nous permettre de dire, voilà, le jazz est né exactement comme ça, avec tel dosage de tous ces éléments, et puis l'enfant est né. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il s'est passé quelque chose, évidemment. Il continue de se passer quelque chose, d'ailleurs. Mais ce sont des processus qui se superposent, qui s'empilent, un peu comme un millefeuille. La musique, dans l'histoire des Afro-Américains d'abord, fait pratiquement l'effet d'une sorte de talisman. D'un talisman qui ensuite va devenir une boussole. Que se passe-t-il lorsqu'il y a esclavage? Et que s'est-il passé plus particulièrement dans le cas de l'esclavage de populations d'origine africaine transportées en Amérique du Nord? Le nerf de l'esclavage, avant même qu'on y introduise de façon plus idéologique des notions liées au racisme, qui va apparaître pour étayer, renforcer et justifier l'esclavage. Le nerf de l'esclavage, la plupart du temps, est économique. On réduit des populations en esclavage pour les faire travailler gratuitement. Évidemment, quand on fait ça, il faut s'assurer que ces populations ne se rebelleront pas. Parmi les meilleurs moyens qu'on ait inventés, évidemment, quand je dis meilleur, c'est avec beaucoup d'ironie, c'est de couper la population concernée, donc en l'occurrence les descendants d'Africains, d'une part de leurs origines, de les séparer les uns des autres, mais encore plus en les séparant quelque part d'eux-mêmes. Heureusement, ça ne marche jamais. Ça peut faire beaucoup de mal, mais ça ne marche jamais complètement. En essayant de leur faire croire qu'ils ne sont plus personne, que leur vie, littéralement, ne valent pas la peine d'être vécue, et que le mieux qu'ils ont à faire, finalement, c'est de travailler dans les champs. Il faut bien s'imaginer qu'à peu de choses près, un esclave africain n'a pas la possibilité de reproduire aucune forme d'institution politique, religieuse, culturelle. On n'est plus qu'un corps travaillant. On essaye de vous faire croire que vous n'êtes plus que ça. Ça va prendre des décennies, voire des siècles, pour que cette population se reconstruise. Il y a toujours, à un moment ou un autre, et généralement dans les cas classiques qu'étudie l'anthropologie sociale et culturelle, ça passe par la religion, par ce qu'on appelle des phénomènes de syncrétisme religieux. Il y a toujours, malgré tout, donc un endroit par où passe la lumière. Et en l'occurrence, dans l'histoire qui nous occupe ici, ça a été la musique. Pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est que très tôt, les planteurs se sont aperçus que les esclaves, lorsqu'ils chantaient en travaillant, ça améliorait le rendement. Ça aidait à supporter la peine et la douleur du travail dans les champs. Donc du coup, on les a laissés chanter parce qu'il y avait derrière un intérêt économique. Les esclaves vont avoir la possibilité de continuer à jouer de la musique et éventuellement même sur des instruments rafistolés. Sur des violons bricolés, sur des banjos au départ, sur des percussions corporelles, et vont développer une certaine liberté dans ces pratiques instrumentales qui va également séduire les planteurs, qui les feront parfois rentrer dans la maison de maître pour égayer les soirées, parce que finalement on trouve leur talent assez séduisant. Et la troisième couche qui va se surajouter, à partir du moment où on les convertit, on les laisse chanter les hymnes religieux aussi, les cantiques, qui va donner la tradition des Negro Spirituals d'abord, et plus tard des Gospel Songs. Pour cette communauté, en voie de reconstruction, en voie de disparition d'abord, on pourrait peut-être dire, et ensuite en voie de reconstruction, la musique va occuper un rôle particulier, puisque l'une de ces très rares possibilités d'égayer un quotidien et d'y trouver des ressources morales pour supporter, pour survivre et éventuellement pour passer des messages, pour se remonter le moral les uns les autres. Toutes ces différentes couches vont se rajouter les unes aux autres et donner une importance particulière à la musique dans l'histoire des esclaves.
Quand je parlais de la musique comme talisman, disons, c'est qu'elle elle a recueilli tout un tas de forces, d'habileté ou de puissance, de pouvoir. On les retrouve tous dans les musiques afro-américaines, ou dans les musiques de ce que j'appelle le chant jazzistique. Donc c'est comme si ce talisman s'était surchargé jusqu'à devenir d'une folle densité, parce qu'il est plein de puissance, qui ne demande qu'à se redévelopper à partir de lui. Comme si on allait entendre dans la musique les suggestions et les idées, les manières de faire et les méthodes pour revivre une vie qui soit enfin libre.